Super, on va commencer. On prendra peut-être un tout petit peu moins de temps pour les questions à la fin, parce qu'on avait prévu 3 quarts d'heure pour la présentation et 3 quarts d'heure pour les questions-réponses. Du coup, on va ajuster. Alors, bonjour à tous et bonjour à tous ceux qui sont en ligne. Aujourd'hui, on va parler des secrets de l'intelligence artificielle générative, je précise bien, pour vous aider dans votre reconversion professionnelle, notamment au sein de la MRO. Moi j'ai marqué que je suis expert en GenAI, je précise juste parce que GenAI c'est juste une abréviation pour dire IA générative, hein, c'est pas le nom de mon entreprise. Moi, je suis chef d'entreprise, je suis un expert indépendant en IA générative, donc Guillaume Vigneron, et mon travail consiste en fait à accompagner des leaders, accompagner des CODIR, des COMEX, accompagner en fait des décideurs de manière générale alors d'une part sur leur acculturation à ce qu'est l'IA générative, parce que souvent on pense savoir ce que c'est parce qu'on a fait 3 prompts sur ChatGPT, c'est un peu plus compliqué que ça, mais beaucoup plus fascinant également. Ensuite, il y a également les aspects donc vraiment d'acculturation sur l'aspect organisationnel et notamment sur l'aspect leadership qu'on va voir en particulier aujourd'hui. Donc ajoutez-moi sur LinkedIn, n'hésitez pas à Guillaume Vigneron, normalement on n'est pas trop, enfin on est assez nombreux mais j'apparais assez haut normalement. Je poste très régulièrement sur l'IA générative, pas mal d'astuces, pas mal de choses assez opérables en tout cas à mettre en place, donc n'hésitez pas à me suivre. Voilà, et aujourd'hui donc on va travailler sur les potentialités de l'IA. Si vous êtes amateur de podcast, je suis également sur Spotify et Apple Podcast. Alors, c'est pas exactement moi, vous allez comprendre pourquoi. J'ai fait un épisode, j'ai publié un épisode, c'est tous les jours il y a un nouvel épisode de à peu près 10 minutes qui parle de l'IA générative. Et hop là. Si je clique par exemple sur l'épisode d'aujourd'hui, il y a quand même un sujet intéressant sur la valorisation de l'expérience. Beaucoup de profils seniors ont du mal aujourd'hui. C'est un épisode un peu spécial. Il est diffusé le jour de l'intervention de Guillaume Vigneron à la mission de reconversion des officiers. Oui, cela se tient ce soir à l'école militaire. Et Guillaume tient une masterclass sur l'IA générative et la reconversion des officiers de l'armée. Quelle coïncidence. J'en suis sûr. C'est certain. Rentrons dans le vif du sujet. On voit beaucoup de discours... Je ne vais pas évidemment vous laisser les 12 minutes, hein, je vous laisserai le soin d'écouter vous-même. Donc ça, c'est un épisode de podcast qui, bien évidemment, vous l'aurez compris, est généré avec de l'IA. Absolument tout ce que je fais est généré de l'IA. Hein. Cette présentation est générée de l'IA. Les visuels que vous voyez sont faits avec de l'IA. Donc n'hésitez pas à faire un tour sur le podcast, à vous abonner, laisser des commentaires aussi, hein, c'est toujours bien pour l'algorithme. Mais en tout cas, vous aurez aussi régulièrement de l'actualité à écouter dans les transports en commun, dans la voiture, quand vous voulez, quand vous faites votre sport. Voilà, bon, assez d'autopromo. Aujourd'hui, on va se poser la question de savoir si l'IA est plutôt une alliée ou plutôt un adversaire par rapport à ce qui vous attend. Bon, on est vraiment dans le cadre de la reconversion professionnelle. D'un côté, l'IA désoriente pas mal. Si vous écoutez un petit peu le bruit médiatique ambiant, vous vous rendez bien compte qu'il y a quand même pas mal d'interrogations. On entend que l'IA va détruire des jobs, va remplacer, va tuer des secteurs, etc. C'est beaucoup d'exagération, ne nous cachons pas. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas des véritables sujets à adresser, mais qui seront sûrement adressés à un niveau plus politique ou à un niveau... au niveau des organisations entreprises. Donc ça, c'est en partie mon travail. Donc effectivement, il y a bien un sujet qui va être posé sur l'IA générative dans le monde du travail. Moi, aujourd'hui, je vais quand même plutôt vous parler des avantages, des atouts que l'IA générative peut avoir dans votre démarche de reconversion professionnelle au sein de la MRO. C'est pour ça qu'on a fait appel à moi aujourd'hui. Donc l'idée, c'est pas de savoir, c'est pas un débat pour ou contre l'IA. En tout cas, ce sera un débat pour vous aider en fait à être le mieux armé possible sur cette problématique de l'IA générative. Donc aujourd'hui, on va vraiment prendre le cas de figure d'une personne qui était officier. Alors j'ai pris un monsieur, je pense que c'est quand même majoritairement le cas, mais il y a aussi des femmes évidemment. Et l'idée, c'est vraiment d'avoir ce contexte général
de transition d'une fonction de leadership militaire à une fonction de leadership civil. Et c'est une très belle image générée aussi avec de l'IA. Toutes les images, évidemment, sont toutes intégralement générées. Donc on est sur une première problématique qui est celle du changement, de la mutation du leadership lui-même sous l'impulsion, sous l'impact de l'intelligence artificielle. Alors comment ça se manifeste? De deux façons. Déjà, il y avait des causes préexistantes. L'IA, en fait, n'est pas elle-même responsable de la modification de la posture du manager ou du leader. Il y a déjà la naissance d'une nouvelle génération qui en demande d'avoir un leadership qui est plus horizontal, moins vertical qu'avant. Vous avez également l'époque du confinement qui a fait exploser le télétravail et qui a remis aussi en question énormément de rapports hiérarchiques, notamment ce qu'on appelle le middle management, le management intermédiaire en français, enfin la gestion intermédiaire du personnel. Et puis surtout, il y a un rapport qui a été publié, un rapport de l'IGAS, qui est de l'Institut général des affaires sociales, qui a vraiment mis en avant un style de management en France qui était particulièrement pyramidal. Je vous ai mis le lien ici, je vous invite à aller le lire. Ça fait 107 pages. Alors vous allez dire 107 pages. Oui, mais alors si vraiment demain, a priori, vous destinez, on va dire, à avoir des fonctions managériales, c'est très intéressant de lire cette étude. Ou sinon, vous la passez dans l'IA et vous faites un résumé, si vous n'avez pas le temps. Mais je vous conseille quand même de la lire. C'est vraiment de la très bonne lecture pour comprendre un petit peu la réalité du management en France en 2026. Même si l'étude date d'il y a 2 ans, elle est encore très valable. Et il y a un comparatif aussi avec les autres cultures européennes, donc très intéressant. On se compare avec l'Allemagne, avec les pays scandinaves. Et on voit qu'il y a effectivement cette remise en question du management. Mais là, on va parler vraiment de ce que l'IA vient apporter, vient bouleverser par rapport à cette réalité d'une remise si ce n'est en question, en tout cas une mise à plat, on va dire, du leadership habituel en France. La première chose que l'IA générative apporte dans la fonction managériale, c'est la fin de l'autorité par le savoir. C'est-à-dire que très souvent, en fait, la personne qui est en position de leader est la personne qui détient la connaissance, qui détient une connaissance qui vient vraiment de son expérimentation. Maintenant, avec l'IA générative, et on va le voir, c'est très facile de pouvoir accéder à de l'information, et même de l'information raffinée. Donc si vous voulez, il y a une sorte de déplacement du rôle du leader qui va devoir être beaucoup plus en capacité à arbitrer, à décider de la production et de l'information qui aura été ingurgitée par d'autres personnes. Donc vraiment, cette position du sachant, elle est vraiment mise à mal par l'IA générative. On va voir concrètement comment ça se traduit. Après, conséquence de ça, vous avez aussi une pression décisionnelle qui vient apparaître pour le leader, parce que vous allez avoir des collaborateurs qui seront plus informés, qui auront peut-être plus d'options à vous proposer, et donc il faut que votre capacité de décision, votre capacité d'arbitrage soit à la hauteur en termes de vélocité. Donc ça veut dire que si vous avez des collaborateurs qui vous amènent des dossiers encore plus pertinents, ça peut être assez épuisant de devoir faire un arbitrage. Ensuite, il y a la difficulté pour un leader simplement d'évaluer la valeur de ses collaborateurs. Comment savoir si... moi, je vous ai dit que tout ce que je vous avais montré a été généré par IA. Ça a été généré par IA, mais derrière, il y a tout mon savoir, toute ma connaissance du sujet. Et puis après, derrière, il y a toute l'édition que j'ai faite de la génération d'IA pour me dire est-ce que ça correspond bien à ce que je veux ou pas. Mais comment savoir si un collaborateur, lui, a utilisé vraiment son jus de cerveau, on peut parler familièrement, ou s'il a vraiment laissé l'IA travailler, il a mis très peu d'input. Ça, c'est compliqué. Et puis, il y a aussi un autre sujet, il y en a d'autres, les 4 c'est pas du tout exhaustif, mais c'est les 4 principaux que j'aborde généralement dans ce type d'intervention. C'est aussi que du côté des collaborateurs, on n'a pas envie d'avoir des IA qui nous contrôlent. Vous parliez d'agents, des agents IA. Les agents IA, c'est extrêmement puissant une fois bien configuré dans une organisation sécurisée quand c'est possible. Et vous pourriez vous retrouver à devoir obéir à une IA. Qu'en fait, que vous, en tant que leader, vous donnez des ordres à des agents, et les agents, après, délèguent vos ordres à des humains.
Alors, oui, en théorie, mais est-ce que socialement c'est acceptable? Non, clairement pas. Alors, aux États-Unis, peut-être un peu plus, mais dans la culture européenne et française, clairement pas. Donc voilà, c'est quelques-uns des défis qui arrivent, et ça, c'est vraiment l'arrivée très rapide de l'IA. Je pense que vous êtes au courant, mais je vais quand même le redire. La vélocité, la rapidité avec laquelle l'IA s'impose dans les organisations est vraiment stupéfiante. C'est infiniment plus rapide que l'arrivée d'Internet, que l'arrivée de l'électricité, ce que vous voulez. Hein. C'est vraiment, donc c'est ça aussi qui rend l'exercice un peu bancal. Donc, on va quand même. Donc, maintenant qu'on a bien compris que le métier de leader, en tout cas que la posture de leader, allait devoir prendre en compte une nouvelle réalité, eh ben, on va comprendre comment on va l'utiliser au quotidien. Et là, on va rentrer vraiment dans du cas pratique. J'en ai fini avec la théorie, même si je pense que ça méritait d'être évoqué. Donc, on va voir, voilà, encore une fois, oui, une magnifique création de l'IA, comment des compétences militaires peuvent être traduites dans un parcours civil. C'est quand même un petit peu ça le but de l'opération. Alors, je vous présente le colonel Blaise Martin. Pourquoi j'ai appelé Blaise Martin? Je sais pas. Je me suis dit, j'espère que personne ne s'appelle Blaise Martin dans l'assistance pour pas que. Voilà, j'ai demandé simplement à l'IA de créer une représentation d'un colonel de l'armée de terre, et voici ce qu'il m'a indiqué. Donc, ce colonel, ce que j'ai fait, c'est que je lui ai inventé un parcours. Je serais totalement incapable d'inventer le parcours de vie professionnelle, évidemment, d'une personne qui arrive, quand je dis colonel, il arrive aujourd'hui avec ce grade et il est à la MRO parce qu'il est en RDC, c'est ça, non, la radiation des cadres, dans 6 mois. Enfin, j'ai compris un petit peu le... Voilà. Donc, qu'est-ce que j'ai fait? Eh ben, pour que ce soit plus crédible au niveau de ma présentation, j'ai demandé à l'IA de générer un CV pour ce colonel. Alors, je vais vous montrer le CV. J'espère qu'il est à peu près crédible. Alors, il est où? Voilà. Donc, voilà son expérience. Alors, j'ai pas changé une seule ligne. Hein, tout est vraiment... Donc, voilà son parcours. Il a commencé manager opérationnel, etc. Je ne sais pas si c'est crédible, vous me le direz. Voilà son expérience. Voici sa formation. Il était formé à Saint-Cyr. Il a fait l'école de guerre. Bonne idée. Qui est de l'école de guerre? C'était monsieur. Voilà. Management stratégique et conduite du changement. Vous connaissiez monsieur le colonel Martin, non? Son cousin. Son cousin, d'accord. Ouais, il y a beaucoup de Martin. Et voici donc ses compétences. Donc un CV... Tout ce qu'il y a de plus classique, j'aurais pu faire un CV plus long également. Alors ce que j'ai fait, c'est que j'ai aussi créé un dossier de transition professionnelle, voilà, avec des informations un peu plus complètes sur... en fait, ce serait vraiment le résultat d'un travail qui aurait été mené avec un conseiller ou une conseillère de la MRO. Évidemment, le but du jeu, c'est absolument pas que l'IA vienne remplacer le travail de conseiller. C'est de le compléter et c'est d'avoir peut-être parfois des seconds avis, des tiers avis par rapport à ce type de démarche, de reconversion. Donc nous avons le CV du colonel Martin et on va voir comment on va lui faire parcourir plusieurs étapes dans son parcours de reconversion professionnelle. Alors, on va d'abord parler d'anonymisation. Hein, c'est un sujet qui avait été évoqué avant que le son soit disponible pour tout le monde. Très important, la façon dont les données sont traitées par les IA. D'une manière générale, moi, mon conseil, c'est soyez prudents. Si vous pouvez anonymiser, c'est quand même la meilleure chose à faire. Si vous n'anonymisez pas, ça ne veut pas dire forcément que ça va se retrouver dans la nature, absolument pas. Mais vous savez, c'est une technologie qui est assez jeune, l'IA. Vous savez quand a été sortie la première version de ChatGPT, celle qui a quasiment changé 2022, 30 novembre 2022. Donc on est en 2026, donc ça fait à peu près 4 ans, 3 ans et demi. Donc 3 ans et demi, en 3 ans et demi, vous voyez qu'il y a 3 ans et demi, personne n'avait entendu parler de ça, quasiment. Et là, je suis là devant vous, et c'est un sujet qui est quasiment sur toutes les lèvres. Donc c'est très très rapide. Donc c'est important de se protéger, en tout cas, dans la mesure du possible. Ensuite, on va voir comment ça nous aide à formuler ces objectifs.
à décider d'une trajectoire, à traduire des compétences, à devenir plus visible sur Internet, et, à se former, très très important l'auto-formation, et puis à s'entraîner et à évaluer éventuellement un poste que L. Martin aurait décroché. Alors, sans plus attendre, on anonymise, j'ai mis son petit masque de Zorro. Alors là, pour le coup, la première étape n'est pas une étape typiquement d'IA, c'est tout simplement, j'ai repris le CV et j'ai simplement effacé le nom. Donc si on retourne, évidemment, vous n'allez pas mettre un CV avec un nom dessus en demandant à une IA de l'anonymiser, parce qu'une fois que vous avez fait ça, vous avez déjà... Enfin, vous avez compris. Donc là, on anonymise, évidemment. Là, je l'ai appelé Jean pseudonyme. Alors d'ailleurs, c'est intéressant, le terme exact, c'est la pseudonymisation. C'est pas facile à dire, donc je dis anonymisation. Parce qu'en fait, généralement, quand on fait ça, quand les recruteurs font ça en large échelle, ils mettent des codes pour pouvoir après retrouver à qui appartient le CV. Bon, bah là, comme c'est un individu, il sait très bien que le CV, il est à lui, il n'y a pas besoin de mettre un code. Donc il s'est renommé Jean pseudonyme. Bien évidemment, je pense, là pour le coup, il aurait peut-être dû enlever certaines informations, s'il y a des informations sensibles dans son CV, qui n'ont pas à être connues de la part d'un recruteur. Voilà. Si un recruteur peut le connaître, dans ce cas-là, l'IA peut le connaître. La seule chose qui est différente, c'est le nom, le prénom et toutes les coordonnées, par exemple. Voilà, j'ai aussi anonymisé le dossier de transaction professionnelle, qui est un peu long, je ne vais pas vous le montrer. Donc voilà, donc maintenant il part avec ces outils qui ont été anonymisés. Ensuite, c'est là où il va commencer à utiliser l'IA. Il était temps, vous me direz. Là, pour le coup, on est dans un peu dans une interrogation. Donc on va dire qu'il a son CV, il a une partie de son dossier qui a été traité avec le conseiller, les conseillères MRO. Et puis il aimerait avoir voilà, une sorte de recommandation. Là, vous voyez ce que vous avez à droite, c'est un prompt. Vous savez ce que c'est un prompt? Qui n'a jamais entendu parler du prompt? Bon, tout le monde sait ce que c'est un prompt, c'est parfait. Un prompt, c'est simplement une instruction que l'on envoie à l'IA pour qu'elle exécute une tâche. Mais il y a des règles à respecter. Et on va dire que ce qu'il faut retenir, c'est 3 éléments clés d'un prompt. C'est lui donner un rôle. Donc là, le rôle que je vais donner, c'est « Tu es un consultant expert en transition professionnelle pour profil militaire vers le secteur privé ». Ouais, c'est précis. Hein. Là, le contexte, c'est « Je suis un colonel », parce que évidemment, je m'adresse à lui comme si j'étais le colonel Martin. Je prépare ma reconversion dans un délai de 6 mois. Et donc ça, c'est le contexte. Très important d'indiquer le contexte. D'ailleurs, il aurait fallu qu'il soit un peu plus fourni que ça, mais j'ai pas beaucoup de place. Et donc, ta mission, la mission de l'IA, va être d'analyser le CV, analyser le parcours de cette compétence, pour voilà, identifier des compétences transférables dans le civil, voilà, donner un avis. Et vous voyez qu'à la fin, je dis « Présente les résultats de l'analyse sous forme d'infographie dynamique », parce que tant qu'à faire, plutôt que d'avoir un rapport à lire, c'est embêtant de lire quand même. Donc, non, je plaisante, il faut lire. Mais par contre, parfois, on a envie d'avoir une information un peu plus exploitable au niveau de data visualisation. Donc, ce qu'on va faire, c'est que, on va faire l'opération sous vos yeux. On va aller dans Gemini. Alors, moi, j'utilise essentiellement Gemini et ChatGPT. Je sais qu'à un moment, tout le monde parle de Claude en ce moment, qui est une IA absolument géniale. Mais si vous voulez, dans les questions-réponses, je reviendrai sur le choix des modèles. Alors, je vais donner à manger à mon IA et je vais lui demander de mettre mon CV anonyme et puis le dossier de transition. Voilà. Donc, vous pouvez rajouter comme ça des informations à votre IA. Donc ça, c'est pour qu'il ait plus de contexte, hein, pour qu'il sache vraiment le parcours. Moi, je vous ai montré son CV, mais l'IA ne l'a pas vu, donc je lui indique. Et je vais récupérer le prompt que vous aurez, évidemment, la présentation sera accessible, donc vous aurez le prompt et vous pourrez tester avec votre propre CV anonymisé. Voilà, je récupère le prompt et je le mets dans Gemini. Voilà. Donc, une grande compétence à avoir en IA génératif, c'est CTRL-C, CTRL-V. On fait énormément de copier-coller. Attention, il faut bien retenir un CTRL-C, CTRL-V. Et comme ça, vous passez de l'information dans votre fenêtre de prompt.
Voilà, donc là, il a tout ce qu'il faut. Il a le CV, le dossier, il a l'instruction. Alors, juste pour information, si je veux voir apparaître la représentation visuelle, il faut que j'active le mode Canvas. Ça, c'est des petites choses à connaître. C'est pour ça qu'il y a des formateurs, hein, notamment. Pour pouvoir avoir la représentation. Et également, vous avez différents modes. Et vous avez par exemple un mode rapide, raisonnement ou pro. Pour faire ce type d'opération, mieux vaut utiliser le mode pro. Donc ça veut dire que c'est plutôt en version payante, mais vous avez en version gratuite 5 ou 10 utilisations du mode pro. Donc ce que je fais là, c'est avec une version payante. Vous pouvez faire la même chose avec une version gratuite. Et j'envoie la sauce. Donc là, il est en train de travailler, pour moi, ce qui est bien, pour connaître le Martin. Alors vous voyez, pendant ce temps, je vais meubler un peu, vous voyez que là, il nous donne quelque chose dans son travail, il nous dit ce qu'il fait, c'est-à-dire qu'en fait, ça s'appelle la chaîne de pensée. Il nous dit les étapes, ces étapes de raisonnement, c'est vraiment comme ça, on appelle ça un modèle de raisonnement, par lequel il passe. Donc là, bon, là c'est en anglais, mais je pense que vous pouvez tous lire. Et voilà, il dit donc j'ai commencé par traduire les compétences militaires pour le rôle civil. Voici le format. Ah, je vois qu'il me veut que je le fasse avec du code, etc. Et là, qu'est-ce qu'il est en train de faire? Il est en train de générer du code. Vous savez que les IA sont très bonnes en langage, elles sont surtout très bonnes en code informatique. Et à la fin, ça donne, vous voyez, le résultat est assez rapide, ça donne une représentation digitale qui permet de mieux comprendre un petit peu le parcours du colonel Martin et d'avoir une visualisation exploitable, un petit peu désirée. Alors évidemment, là, il l'a appelé Jean Pseudonyme parce que j'ai lui donné l'information pseudonymisée. Je vais cliquer sur le lien ici de partage et vous pourrez la voir en grand. Voilà. Vous voyez ce que j'ai fait avec juste un simple copier-coller en mettant les informations. Là, ici, donc j'ai le parcours. Voilà. Par exemple, il dit, bah, tiens, en équivalence professionnelle, on pourrait aller vers un directeur de contrat industriel. Il pourrait faire directeur des opérations, responsable essai et validation. Vous voyez, vous avez déjà des premiers éléments d'équivalence professionnelle. Une cartographie des compétences. Et vous avez des postes cibles qui pourraient être amenés à considérer. Alors, bizarrement, il met en premier cibler des entreprises dans la base industrielle et technologique de défense. Mais bon, c'est un peu logique, hein, forcément. Comme lui, encore une fois, il est entraîné sur des statistiques générales. Statistiquement, Stéphanie, la plupart des profils vont en BITD, hein, c'est ça? C'est beaucoup, c'est pas majoritaire. Mais en tout cas, ce qu'on retrouve, c'est que dans la considération d'un profil que j'ai complètement avant, je pense qu'il y a ça aussi. Hein, parce que le profil a été créé par de l'IA, et en fait, il l'envoie, il dit « Ah, intéresse-toi à la BITD ». Bon. Mais il va quand même aussi sur d'autres choses. Hein. Responsable de soutien logistique, par exemple. Donc voilà, la démonstration, vous avez vu que j'ai simplement mis le CV, mis mon prompt, et ça a donné un résultat, somme toute, assez utile, je pense. Alors là, j'ai mis un résultat que j'avais obtenu, mais malheureusement, je n'ai pas récupéré le lien, donc vous pouvez le refaire à chaque fois. Et vous voyez que c'est intéressant avec l'IA générative. Vous faites le même prompt avec les mêmes informations, vous n'aurez pas toujours le même résultat. C'est-à-dire que là, si je refais l'opération avec le même CV, le même prompt, vous pourrez avoir quelque chose comme ça. L'IA générative, en fait, elle est aléatoire. Elle produit toujours des résultats très bons, mais elle ne refera jamais deux fois la même chose. On ne se baigne jamais deux fois dans la même rivière, disait... je sais plus qui. Donc voilà, donc c'était... Pardon ? Héraclite. C'était Héraclite. Donc voilà, donc ça c'est intéressant. Donc ça permet comme ça au colonel Martin de voir un petit peu, ah tiens c'est intéressant, il m'indique que je peux aller effectivement dans la BITD, mais il m'a dit que, ah mais la logistique, c'est vrai que ça peut être pas mal. Donc là, vous avez par exemple la capacité de décider, de clarifier les options. Évidemment, je vous ai montré un résultat, mais vous pouvez continuer l'opération ici. Hop, et je continue à échanger avec l'IA en disant,
maintenant, fais-moi un focus sur les métiers de la logistique parce que je n'avais pas considéré ça, etc. Et vous pouvez comme ça demander à l'IA de mettre à jour avec une discussion, avec un vrai échange, comme si c'était un être humain, hein, ça a été designé pour ça. Donc là, c'est ici que vous êtes capable de décider, je ne vais pas faire l'opération, mais vous avez compris le principe, on peut continuer à affiner pour avoir une sorte de projet professionnel plus abouti. Donc là, moi, forcément, j'ai un peu j'ai guidé, on va dire, le choix, et je me suis dit, ce qui serait intéressant pour lui, hop là, c'est un poste de directeur des opérations logistiques. Ah, pour le coup, forcément, on a des passerelles assez évidentes entre pas mal de fonctions. Je crois qu'il était... C'est quoi attends, c'est quoi le... Il n'y a pas une dénomination J4, c'est ça, hein, pour les... Voilà. Je crois qu'il avait du J4 à l'intérieur, donc il a dû passer par la logistique. Donc ça explique qu'il y a eu cette orientation. Voilà. Mais alors ce métier, Blaise Martin, il ne le connaît pas. Donc là, il est face, il se sent un peu démuni. Et puis il peut avoir une sorte de syndrome de l'imposteur également. Est-ce que c'est vraiment fait pour moi? Est-ce que mes compétences développées dans le cadre militaire vont être effectivement utiles? Non seulement le métier je le connais pas, mais en plus le secteur civil, c'est un secteur. Voilà, on peut avoir je pense que le secteur civil a des a priori, a des choses bien ancrées en tête concernant les militaires. Et les militaires ont probablement également des convictions sur le secteur civil. Donc c'est un petit peu une sorte de de découverte de deux mondes. Et on a besoin d'avoir encore une fois de l'accompagnement. Alors l'accompagnement, c'est évidemment la MRO, mais c'est également l'IA quand votre conseiller n'est pas. Et là, vous êtes par exemple beaucoup plus. Vous pouvez nous demander spécifiquement de bien relier les compétences de votre CV avec les compétences spécifiques du métier de directeur des opérations logistiques. Alors j'ai fait l'opération en amont parce que vous voyez que ça prend un petit peu de temps. Je ne veux pas vous embêter avec le temps de travail, même si quand je dis un petit peu de temps, vous avez vu que l'opération ça a pris 1 minute 30. Hein. Je vais quand même vous épargner ça. Donc là ici vous avez un parcours militaire avec les compétences transférables. On avait déjà ça un petit peu, vous êtes dans une partie du document avant. Là, je vais demander, encore une fois, décider, soit beaucoup plus spécifique dans les compétences qui passeront de ton expérience militaire à ton expérience civile. Voilà. On peut même demander d'avoir un lexique de conversion. Par exemple, convertir un théâtre des opérations devient un site logistique, etc. etc. Bon là, c'est une démonstration, bien évidemment. Hein, donc, on peut aller beaucoup plus loin. Je pense qu'on peut... Voilà. Mais ce qui est important, c'est qu'on peut travailler vraiment sur le fond, c'est-à-dire sur les compétences, et sur la forme également, sur les mots. Quels sont les mots à utiliser pour refaire son CV, pour faire une lettre de motivation, et évidemment pour préparer un entretien. Tout ça, ça a pour but de faciliter le passage devant un recruteur. Donc voilà, donc là on voit encore une nouvelle utilité de l'IA, hein, c'est vraiment cette capacité à vous apporter un petit peu de lumière dans le brouillard, on va dire, surtout par rapport à cette angoisse que pourrait revêtir le monde civil pour certains. Maintenant qu'il est, j'appelle toujours Jean pseudonyme parce que c'est son nom sur l'IA, le positionnement est maintenant clarifié et une des possibilités intéressantes de l'IA, d'ailleurs on l'a vu en partie, c'est de pouvoir créer des pages web. Et donc ce qui se dit, c'est dans ce cas-là, ce que je pourrais avoir, c'est un CV en ligne. Plutôt que d'envoyer un CV en PDF, etc., qui va encombrer les boîtes mail, etc., un CV en ligne, ça fait quand même pas mal. Les recruteurs aiment bien, hein, je ne vous cache pas. Donc, ici, par exemple, à partir du CV, à partir du dossier de compétences, on a pu créer un dossier en ligne. Alors là, ça demandera juste, c'est une page HTML qu'il faudra mettre sur un serveur pour avoir une vraie page web. Idéalement, ça pourrait être blaisemartin.com éventuellement, mais page en pseudonyme. Et là, vous voyez, vous avez un CV interactif. Vous voyez, alors, il est un petit peu grand. Alors, il n'est pas génial.
ça prend un petit peu de temps à faire quand même. Donc, mais vous voyez que là, bon, c'est juste un CV où on peut déplier les informations. Il y a moyen de faire des choses beaucoup plus avancées. Avec même, vous pouvez mettre des quiz à l'intérieur. Vous êtes recruteur, ça c'est par exemple, j'ai un CV que j'ai refait pour un client. Dans le CV en ligne, vous avez un petit quiz. Vous dites, voilà, et vous posez des questions. Le candidat que vous recherchez est-il plutôt... vous avez réponse A, B, C, D, la personne elle clique. Puis à la fin, ça indique, ah bah écoutez, mon profil par rapport à votre métier, c'est super, c'est exactement ce qui colle. Il répond toujours ça. C'est incroyable. On peut faire ce qu'on veut avec de l'IA, c'est magnifique. On peut truander aussi. En tout cas, vous comprenez que l'accès à une présence digitale est largement facilité par l'IA générative, avec très peu de connaissances en coding. Avant, vous aviez une sorte de barrière à l'entrée pour avoir cette capacité à être... Alors, quand on dit présent, ça veut dire aussi être référencé. Quand vous avez une page web en ligne, Google peut vous trouver. Donc une personne pourra peut-être aussi taper des mots-clés. Je cherche un directeur de la logistique et votre page pourra être référencée par Google. Et elle pourra même être trouvée par d'autres IA génératives. Oui. Il faut sortir de l'ombre du coup, parce que pour rayonner... Oui. L'exemple n'est pas bon parce qu'il y a toujours le genre pseudonyme. Effectivement, là, je pourrais le refaire. Mais effectivement, là, il aurait fallu que je mette le... Non, alors, non, je suis d'accord. Parce qu'en fait... Non, parce qu'en fait... Effectivement, vous avez raison, c'est un bon point. Là, quand vous avez un site internet qui est publié genre pseudonyme, après, il faudra aller un petit peu dans le code et modifier les informations. En fait, c'est du code HTML, je ne sais pas si vous connaissez, c'est quand même assez basique, c'est un code d'édition assez basique. Et vous pouvez reprendre le code et vous-même mettre les informations pour pas que ça transite par l'IA. C'est très facile à modifier un code HTML, effectivement. Et là, mettre vos vraies informations, c'est-à-dire vous rentrez dans le code et vous mettez votre vrai numéro de téléphone, votre vraie adresse, effectivement. C'est pas facile de garantir l'anonymisation tout le long. On est quand même assez souvent tenté. Moi, je vous cache pas, quand j'utilise de l'IA, j'anonymise quasiment jamais. Mais en même temps, je ne suis pas très important. Donc, quelque part, il faut voir aussi si vous avez eu affaire à des choses un peu sensibles. On n'est pas... Il y a des publics, clairement, je leur dis, là, j'ai eu un public récemment, je leur dis, vous savez, ce que vous faites, ça intéresse personne. Il n'y a personne à la NSA qui va s'intéresser à ce que vous faites. Donc, peut-être, oui, c'est intéressant, mais vous avez déjà tous vos dossiers sur Google Drive. Qu'est-ce que vous voulez que Gemini sache plus sur vous que l'intégralité que du Drive, ouais. Et ça, c'est dans le secteur privé. Bon. Après, là, pour moi, le public que vous êtes n'est pas tout à fait le même, parce que vous avez quand même des missions, il y a eu peut-être du secret militaire, du secret défense. Donc c'est pour ça que je pointe vraiment ce côté précautionneux. Mais personnellement, moi, comme j'intéresse personne, ou l'intégralité des entreprises, qui sont plutôt des entreprises, on va dire, de taille moyenne, qui n'ont pas des secrets, des brevets industriels à cacher, il n'y a pas un risque énorme. Voilà, ma petite digression étant finie. On va passer à ce qui est à mon avis de plus intéressant et de plus impressionnant, c'est la capacité à se former. Parce que l'IA, en fait, on la voit faire des tâches, c'est bien, elle nous fait gagner du temps, mais là où elle a vraiment une plus-value hyper intéressante, c'est sur la capacité à vous-même vous former, à aiguiser un petit peu votre cerveau. Pour moi, c'est vraiment un petit peu c'est l'usage principal que je recommande. Alors surtout, moi, je fais des formations dans les écoles, à l'EDEC, par rapport à des écoles de commerce et quelques écoles d'ingénieurs. Et c'est vraiment là-dessus, je leur dis, l'IA n'est pas là pour faire vos devoirs, vos cas, etc., vos études de cas. Ça n'a aucun intérêt. Ça génère une dette cognitive. C'est-à-dire qu'en fait, vous le faites faire, là, vous aurez peut-être une bonne note, mais quand vous serez dans le monde du travail, là, vous allez payer très cher. Donc, est-ce que vous voulez avoir cette dette-là ? À vous de voir. Par contre, utiliser l'IA pour voir des choses et dire grâce à ça, je deviens plus instruit, plus éduqué, etc. Ça, c'est une bonne idée. Donc ça va permettre à notre colonel d'assimiler le vocabulaire, comme je l'ai expliqué. Il ne connaît pas trop le monde de la logistique. Il le comprend par son expérience militaire, mais il ne le comprend pas forcément avec les termes adaptés. Et puis, il veut avoir des formats plus faciles pour comprendre. Alors, on avait déjà vu des formats digitaux qui étaient intéressants. Et là, on va voir autre chose. Un outil que j'affectionne particulièrement, qui s'appelle NotebookLM. Qui connaissait NotebookLM ?
Ah, il y a seulement quelques mains qui se lèvent, d'accord. S'il y a des gens qui répondent sur le chat, sachez que je ne peux pas voir le chat, hein, donc je ne pourrais pas vous répondre. NotebookLM, c'est un outil qui est fantastique. Alors pour la petite histoire, je ne suis pas en retard là. Pour la petite histoire, en fait, c'est un ingénieur de Google Labs qui a sorti ça à un moment donné. Il faut savoir que Google Labs sort des tas et des tas comme ça de produits. Et puis ils ont dit, tiens, on va le mettre en ligne, ça peut être intéressant pour les étudiants. Et maintenant, et en fait, il y a eu un engouement. Moi, j'étais un des premiers à le voir en bêta-testeur. Et ça a eu un engouement incroyable. Et maintenant, ça devient un outil quasiment indispensable. Donc, si vous ne connaissez pas, et si vous avez un compte Gmail, vous avez forcément accès gratuitement à NotebookLM. Allez voir, vous allez voir, c'est vraiment fantastique. Alors, qu'est-ce que ça fait? Là, on va toujours reprendre l'histoire de notre colonel Martin. Il a créé un NotebookLM. Alors, je vais vous montrer comment on fait, c'est pas compliqué. Hein. Vous tapez NotebookLM, ici, tac. Vous cliquez sur le lien. Vous arrivez sur ce qu'on appelle une landing page, donc il faut encore cliquer ici, hop. Et là, vous arrivez directement sur l'IA. Et vous pouvez en créer un directement en cliquant sur plus. Alors moi, comme j'utilise depuis le début, j'en ai fait vraiment pas mal. Vraiment beaucoup. Donc je connais bien l'outil, évidemment. Et on va arriver sur celui que j'ai créé pour notre colonel Martin. Alors qu'est-ce que j'ai fait? J'ai lancé ce qu'on appelle une recherche, une deep research. Ici, vous avez la possibilité, soit vous pouvez mettre des informations à vous directement, vous les mettez à la main, soit vous demandez à l'outil de faire une recherche pour vous. Parce que oui, l'IA rend un petit peu feignant, je ne le cache pas. Et vous dit, là par exemple, j'ai dit, trouve-moi des informations. Alors le prompt exact, je vous l'ai mis ici. Je ne sais pas si on voit bien. Donc je lui ai mis comme prompt, tu es un expert des métiers de la logistique et des opérations. Explique-moi clairement le rôle des directeurs des logistiques en traduisant chaque responsabilité en équivalent compréhensible pour un ancien officier de l'armée française en reconversion. Oui, c'est ça qu'on veut. Hein. Voilà. Et à partir de là, il a fait sa recherche. Ça a duré environ 5 minutes, que je vous épargne. Et il m'a trouvé comme ça énormément de sources que vous avez ici. Donc chaque source, alors ça peut être, là en l'occurrence c'est des pages web, mais moi je pourrais rajouter aussi des éléments, des PDF, des fichiers son, même des notes que vous avez prises à la main. Vous avez pris, si certains prennent des notes à la main, vous mettez des notes manuscrites, vous la prenez en photo, vous le mettez dans NotebookLM et il le convertit en texte. Donc c'est extrêmement puissant et je pèse mes mots, c'est vraiment un outil génial. Donc ça, vous avez la partie source ici. Là ici, vous avez un chatbot dans lequel vous pouvez poser des questions directement. Hein. Alors, explique-moi un sujet très précis de la supply chain, que je n'ai pas d'exemple en tête. Mais surtout, donc ça, c'est, on va dire, source et discussion, c'est assez classique. Là où ça devient beaucoup moins classique, c'est la partie studio. Hop là. Je vais essayer de l'ouvrir plus largement pour que tout le monde puisse voir. Pourquoi je peux l'ouvrir plus largement? Bon. La partie studio me permet de créer plusieurs choses. Des présentations, des résumés audio. Vous vous souvenez le podcast que je vous avais montré? Ça, je le fais. Je le fais avec NotebookLM. Après, j'ai des prompts spécifiques pour que ça corresponde bien à ce que je veux. C'est facile d'utiliser l'IA. Utiliser l'IA pour avoir un résultat qui correspond vraiment à ce que vous voulez, c'est là où ça devient un peu plus chaud. Mais ça vient avec la pratique, évidemment. Vous pouvez faire des cartes mentales, des résumés vidéo, des rapports, des infographies, des quiz et des tableaux de données. Bon, on va pas tout voir, on va en voir certains. Alors évidemment, ça dure un petit peu de temps à créer, donc je les ai fait en avance. J'aurais pu le faire sous vos yeux, mais ça aurait pris en tout, pour générer tout, il faut une dizaine de minutes. Bon, je vous l'épargne, évidemment. Ici, vous avez une carte mentale. Donc voilà, management et dialogue social entre armée et entreprise. Et vous pouvez, comme ça, voir toute la... tous les termes, en tout cas toutes les thématiques qui ont été abordées dans les sources. Et vous voyez, par exemple, vous avez... Attendez, j'ai un peu de mal avec ma molette. Hop là. Voilà, vous avez une représentation. Voilà, donc logistique militaire, les 13 sous-fonctions de soutien,
la MCO, voilà, je pense qu'il y a des termes qui doivent vous parler à l'intérieur. Donc, c'est une façon de se représenter l'information sous forme de carte mentale, pour ceux qui aiment. Hop. Évidemment, chaque élément de la carte mentale est cliquable et après amène dans la discussion pour avoir plus d'éléments. Donc, vous pouvez vraiment naviguer dans l'information de manière extrêmement fluide. Vous avez après un petit quiz logistique. Vous voyez, par exemple, tiens, bah, c'est ça le J4. En fait, je sais parce que j'ai répondu au quiz. Donc, déjà, j'ai répondu J3. Hein. Bon. Voilà, quelle est la distinction fondamentale entre la logistique et la supply chain dans le secteur civil? Et comme ça, encore une fois, le but de tout ça, c'est de faire de l'auto-apprentissage. Donc, l'IA va vous poser des questions et va vous évaluer et va évaluer votre capacité à répondre. Donc, vous allez devenir un meilleur candidat pour le poste de directeur logistique. Donc là, je ne sais pas ce que c'est. Ah, je me suis trompé encore une fois. Comme je me suis trompé, je peux demander qu'il m'explique pourquoi je me suis trompé. Vous voyez, c'est vraiment comme avoir un prof à la maison, d'une patience infinie, disponible 24/7. C'est vraiment... Et c'est gratuit, bien sûr, c'est gratuit. C'est gratuit. Tout ce que je vous montre là, vous pouvez l'avoir en version gratuite. Encore une fois, c'est un point important. Les données qui sont introduites dans Notebook LM, là, pour le coup, Google a vraiment un engagement ferme, ne sont pas du tout exploitées par Google. C'est publié. Alors après, on pourra toujours être cynique en disant oui, mais vous savez, la parole des Américains. Mais ce qui n'est pas faux. Hein, Meta, par exemple, a donné souvent des garanties qu'il n'avait pas exploité les données et les a exploitées de façon honteuse. Meta est vraiment à les mains sales, si on peut dire. Google n'a pas trop les mains sales. J'ai pas d'exemple, en fait, pourtant je suis dans le digital depuis 15 ans. Pas trop d'exemples de choses comme ça. Donc j'ai quand même tendance naturellement à faire plutôt confiance à Google, parce qu'on sait qu'ils exploitent les données, mais pour un but, c'est la pub. Leur business model à Google, c'est on peut exploiter la donnée, mais derrière, il faut que ce soit vendu pour des gens qui vont vous vendre des choses. Par contre, pour le côté Cambridge Analytica, etc., ça, Google n'a jamais fait des choses comme ça. Donc, voilà. Petit aparté pour les gens qui n'étaient pas dans la discussion avant que le son marche. Donc, vous voyez, vous avez des différentes... si, j'ai une bonne réponse au hasard. Donc, vous voyez, le niveau des questions est quand même assez élevé. Hein. Je ne sais pas si ça vous parle, le quiz, parce que moi, ça ne me parle pas du tout. Mais pour ceux à qui ça parle, je pense que c'est quand même des questions. Généralement, quand je fais les tests, les gens me disent que c'est pertinent. Allez, on passe à la suite. Maintenant, vous avez envie de faire une infographie, parce que vous allez publier sur LinkedIn vos connaissances de la reconversion. Et là, vous avez, par exemple, une superbe infographie. Si vous êtes beaucoup sur LinkedIn ou sur les réseaux sociaux, vous en voyez pas mal en ce moment. Des infographies comme ça, générées par Notebook LM. Alors, vous avez ici le petit... et vous voyez que vous avez... une belle infographie. On croirait que c'est un infographiste qui l'a réalisé quand même. Avec le vert de gris. Vous avez toujours un petit Notebook LM ici. Généralement, vous voyez les gens qui le font sans l'avouer. Ils ont pris, sur Photoshop, ils ont pris la peine de d'effacer. Mais en tout cas, c'est Notebook LM qui permet de faire ça. Bon, ça, c'est joli. Ça a un intérêt très limité dans le cadre du colonel. Donc, on va passer. Là, par contre, là où ça devient plus intéressant, allez, c'est un petit peu long. Alors, attendez, qu'est-ce que j'ai fait? Ah non, j'ai monté la présentation en premier. Oui. Excusez-moi. Voilà. Il peut faire des présentations, et des présentations de très haut niveau. Là, par exemple, vous avez, donc là, pour le coup, le colonel, il veut en savoir plus sur ses reconversions. Et tout ça, ça a été intégralement généré par l'IA. J'ai mis absolument rien à l'intérieur, à part un prompt. Devenez le chef d'état-major du flux. C'est pas beau, ça. Non, mais il y a des punchlines en plus, parfois. Non, mais je rigole à peine parce que même moi, je viens du monde du marketing digital à la base. Je viens quand même du monde du marketing. Hein. Il y a des punchlines qui sortent parfois, des formulations qu'ils trouvent qui sont absolument divines. Alors, c'est pas tout le temps le cas. Mais dans Notebook LM, je trouve que c'est parfois assez... Alors, c'est pas le cas de celle-là, mais parfois, c'est vraiment intéressant. Oui, vous voyez, donc, vous voyez hein, tout ce qui est représentation visuelle, c'est assez clair.
Traduction des responsabilités, on retrouve toujours cette fameuse matrice des compétences, mais je pense que ça peut aussi aider des conseillers. Vous avez l'équation du demand planning. Je ne sais pas si ça parle à certains. Il faut faire un peu de maths apparemment pour être en supply chain. Vous voyez un petit peu le... Bon, là, le but, c'est pas de rentrer. De toute façon, vous aurez la présentation et vous aurez accès à tout ça. Juste pour information, vous pourrez lire tout ça, être reposé. Là, c'est plus pour vous montrer le niveau de pertinence des créations, des générations de contenu par notre book LM. Et finalement, dans tout ça, la valeur, puisque tout ça c'est gratuit, la valeur c'est la qualité qui est mise dedans, c'est la qualité du prompt. Alors oui, effectivement, comme nous, c'est pas évident ce sera un très bon résultat visuel. Par contre, ce sera plus difficile d'avoir un résultat pertinent. La qualité, en fait, après, maîtriser les prompts, c'est pas rien. C'est pas juste savoir parler. Il y a quand même il faut vraiment s'y être confronté un petit peu. Même moi, en formation, par exemple, parfois, je donne des formations sur 3 jours. Il y a une journée entière sur le prompt. Et c'est pas qu'une question d'écriture, c'est une question de formulation mentale. En fait, on n'est pas tellement habitué parfois à s'exprimer pour une IA, dans la mesure où, quand on s'exprime avec des humains, on part du principe qu'il y a plein de contextes qui sont sous-entendus. Et en fait, avec une IA, il faut être beaucoup plus précis sur le contexte. D'ailleurs, au passage, travailler avec des IA, ça fait de vous un meilleur manager, concrètement. Parce que vous êtes obligé de rentrer dans une logique où vous devez expliquer beaucoup plus précisément le contexte. Ce qui fait que quand vous vous adressez à des personnes dans le cadre d'une présentation ou dans le cadre d'une explication à des collaborateurs, etc., eh ben, vous êtes obligé d'être beaucoup plus clair. Et si vous travaillez avec des jeunes, notamment, c'est vraiment intéressant parce qu'ils n'ont pas forcément le contexte que vous avez. Donc vous avez cette capacité, effectivement, il faut savoir un petit peu prompter, mais encore une fois, ça se travaille. Donc là, vous avez l'avant-dernier format que je... Imaginons un instant la logistique de la bataille de Verdun. Genre une artère ininterrompue de camions qui avance sous le feu ennemi. Exemple léger. La fameuse voie sacrée. C'est ça. Et dans ce contexte, le coût financier d'un obus ou d'un litre de carburant, ça n'a rigoureusement aucune importance. Oui, la seule chose qui compte, c'est que les munitions arrivent au front pour que la ligne tienne. Exactement. Maintenant, on prend l'officier supérieur, capable d'orchestrer ce miracle opérationnel. On lui enlève son uniforme, on le place dans un bureau vitré à la Défense, et on lui explique que sa seule mission désormais, c'est d'économiser 3 centimes sur chaque palette de shampoing qui traverse l'Europe. Le choc. Bon, après, on va pas faire passer forcément une personne qui est à Verdun à la Défense, mais il sera un peu âgé, je pense. Mais vous comprenez, non, là, au-delà de ça, vous voyez quand même, là, pour le coup, le prompt était assez minimaliste, et ils ont dans la capacité à générer dans le studio, comme ça, des features, des fonctionnalités qui sont capables de faire soit une analyse approfondie, comme là j'ai fait, donc j'ai mis assez peu de prompts, faire un briefing, faire une critique. Donc si par exemple vous mettez des informations à vous et vous dites allez-y, critique-le-moi, ça c'est très intéressant aussi pour avoir un autre son de cloche. Et même faire un débat entre deux autres avec des voix différentes à chaque fois. Voilà, donc ça très très utile. Par exemple, là, si vous êtes consommateur de podcasts, là vous faites littéralement vos podcasts sur mesure pour votre besoin. Voilà, et là vous avez... Mais moi c'est ce que j'écoute beaucoup de podcasts, j'écoute toujours des podcasts humains évidemment, mais il y a des moments, comme j'aime bien, j'habite au Mont-Valérien, j'aime bien aller marcher là-bas, je me fais quelques enregistrements et je me dis, tiens, je vais en profiter pour apprendre telle ou telle chose. Donc voilà, et le dernier que je voulais vous montrer, c'était la petite vidéo. Bonjour à tous. Alors, comment on passe du treillis au costume? Comment on fait donc pour vous avez la présentation, le son. Là, vous avez une présentation plus son. Ça fait. Aujourd'hui. On va décrypter ensemble ce poste de directeur des opérations logistiques pour en faire un atout stratégique dans une nouvelle carrière. Et pour commencer, rien de mieux que cette citation du général Bradley. Elle est parfaite, n'est-ce pas? Elle dit tout. Que l'on soit sur un théâtre d'opération ou dans une salle de réunion, au final, tout repose sur la logistique. C'est le nerf de la guerre partout, tout le temps. C'est notre point de départ, le socle commun qui nous relie. Allez, voici l'ordre d'op. D'abord, on va explorer le nouveau théâtre d'opération, c'est-à-dire le monde de l'entreprise. Ensuite, point crucial, la traduction des ordres. On va voir à quoi correspondent les nouvelles responsabilités. Troisième point, le basculement mental, un changement de perspective indispensable.
Puis on passera en excusez-moi, je vais passer un petit peu. Encore une fois, vous aurez accès à l'intégralité, donc vous pouvez le regarder, être reposé. Je ne vais pas trop prendre du temps aujourd'hui pour tout vous montrer, mais vous comprenez la logique, hein, vous voyez. Donc selon votre meilleure préférence pour avoir de l'information raffinée, vous avez l'embarras du choix. Une présentation, quasiment, vous pouvez faire votre propre podcast, votre propre chaîne YouTube, vos propres slides, votre propre quiz. Et donc, c'est avec ça qu'on devient, en fait, qu'on devient meilleur. Parce qu'en fait, vous vous entraînez et votre cerveau. Donc, c'est vraiment, en fait, un sparring partner cognitif. On est vraiment sur cette logique-là. Ça a été designé pour ça. Et c'est l'opération que ça. Moi, j'interviens encore une fois en école. En école de commerce, par exemple, ce qu'ils n'aiment pas généralement, c'est les maths financières. C'est un peu la bête noire de pas mal d'étudiants. Et ben, il y a des cours où des étudiants m'ont dit, en faisant la démonstration sur les maths financières, ils ont compris des concepts uniquement sur la base de la démonstration avec l'IA qu'ils n'avaient pas compris avec des heures de cours avec leur prof. Et ça, ils ont dit, c'est incroyable, là, j'ai vraiment compris des choses. Donc ça vient très très vite, hein. Il n'y a pas besoin de... et surtout, si vous êtes sur des problématiques sur lesquelles vous partez de zéro, là c'est vraiment intéressant. Et si vous partez de plus de zéro, vous allez avoir des questions encore plus raffinées, encore plus intéressantes. Donc utilisez au maximum NotebookLM. Je vous en conjure. Donc là, le NotebookLM peut être partagé. Vous voyez. Et là, en fait, quand vous cliquez sur le lien, vous avez l'accès au NotebookLM. Donc vous aurez la possibilité. Et si vous-même vous avez un compte NotebookLM, vous pourriez y accéder. Je ne vous l'ai pas montré, mais vous pouvez aussi le faire avec votre smartphone, évidemment. Alors on continue, on arrive vers la fin. Pour un entraînement, alors ce qui est intéressant aussi, c'est de pouvoir avoir un sparring partner pour un entretien d'embauche. Là, vous avez eu, voilà, le CV en ligne a bien fonctionné, vous avez eu une réponse positive, et c'est le moment de l'entretien. Quand je dis vous, pardon, c'est le colonel Martin qui a eu l'entretien. Et maintenant, il se dit, j'aimerais bien pouvoir m'entraîner avec un faux recruteur, un recruteur un peu vache. Alors, je vous montre un petit peu le prompt. Alors, le rôle que je lui donne, c'est que tu es un employeur exigeant, sceptique. Voilà. Le contexte, c'est qu'il a un candidat en face de lui qui est un ancien officier de l'armée de terre, en l'occurrence, c'est pas toujours le cas. Conduit à un entretien difficile, pose des questions déstabilisantes. C'est ça l'intérêt de l'IA. C'est pas qu'elle soit votre béni oui-oui, qu'elle fasse exactement ce que vous faites. C'est au contraire qu'elle vous oblige à penser contre vous-même. Il y a un terme de l'armée qui existe, c'est le red teaming, par exemple. Faire du red team, vous savez, c'est une expression en wargame notamment. On simule les adversaires pour voir comment nous on réagirait. Et ben c'est exactement la même chose. C'est d'ailleurs un vrai terme de prompting. Vous tapez red team sur un prompt de ChatGPT ou Gemini, il va comprendre que là, ok, il se met en mode, il va vous démolir. Et c'est très intéressant. Et ce qui est bien, c'est que vous pouvez le faire en mode vocal. Comme ça, je vous montre encore une petite astuce. Alors là, pour le coup, je vais utiliser ChatGPT, simplement parce que Gemini, ça, c'est un peu bête, il ne le fait pas. Alors c'est ça aussi parfois quand on me demande quelle IA est la meilleure. Ça dépend aussi de ce que vous voulez faire, parce qu'il y a certaines IA qui sont capables de faire des choses que d'autres ne peuvent pas faire. Là, ce que j'ai fait, c'est que j'ai créé un chat sur ChatGPT. Donc, vous voyez, j'ai mis mon dossier, donc je suis le colonel Martin, j'ai mis mon dossier de transition et mon CV, et je lui ai lancé, je lui ai dit, bah voilà, exécute, enfin je vais mettre ça d'ailleurs, donc tu es un employeur exigeant sceptique, donc c'est le prompt que je vous ai mis dans les slides, hein, d'accord ? Et à partir de là, tac, on va commencer l'entretien. Alors, Vous esquivez, mais je ne vous laisse pas l'opportunité de contourner la question. Je vais vous demander un exemple précis, chiffré, et sa traduction dans une entreprise civile. Oui, alors j'ai fait des options. De me donner ça dès le départ. Non. Je vais vous répondre. J'ai conduit une opération extrêmement périlleuse en Afrique de l'Ouest et je ne peux pas vous donner les chiffres parce que c'est secret défense. Non, le secret défense n'est pas un argument ici.
Si vous ne pouvez pas fournir d'éléments quantifiables ou transportables... Bon, j'ai fait 90% de réussite. Je vous repose la question. Sur une mission non confidentielle, quel indicateur de performance avez-vous amélioré et comment cela se traduit-il en gain pour une chaîne logistique civile? Là, en fait, il faudrait que je réponde vraiment des choses crédibles, parce que comme je ne sais même pas... j'ai gagné 50% d'efficacité sur des livraisons de munitions sur un terrain d'opération. Vous lancez un chiffre au hasard. Comment mesurez-vous 50% d'efficacité? Ouais, bon, d'accord, voilà. Il m'a eu, je suis grillé, je ne peux pas prétendre au poste de supply chain manager. Mais en l'occurrence, ça marchera très bien. Si j'avais des vrais arguments à lui opposer, là, il agirait vraiment en disant, ah d'accord, vous avez, donc là, ce qu'il me demande en premier, c'est un KPI, ce qui est très fréquent dans le monde, dans le monde civil, c'est de toute façon ces fameux indicateurs clés de performance. Donc je lui dis, voilà, bon bah écoutez, j'ai réussi, là j'aurais sorti un vrai KPI, et puis après il aurait enchaîné sur, voilà, j'ai des doutes sur le fait que vous puissiez obéir à quelqu'un, parce que jusqu'à présent c'est toujours vous qui avez donné des ordres. Moi je trouve que les militaires sont trop obtus, qu'est-ce que vous auriez à me répondre par rapport à ça? Il peut vraiment être configuré comme étant un petit salaud, hein, vraiment. Mais c'est bien d'avoir une sorte de sparring partner avec qui vous pouvez échanger, qui ne soit pas gentil, parce que ça n'a pas l'intérêt d'être gentil. À part dans la vie de tous les jours, mais pas pour ça. Voilà, on arrive sur la fin, donc évidemment... Après, vous avez la possibilité, je vais passer parce qu'on arrive à la fin, mais une fois que, évidemment, il a passé l'entretien avec succès, il reçoit une proposition, il peut très bien aussi prendre la proposition, l'anonymiser, la passer dans l'IA et dire est-ce que ça va vraiment me correspondre? Maintenant que je t'ai dit en fait d'où je venais, mes compétences, maintenant que je t'ai dit vers quoi je voulais aller, est-ce que ce poste-là, c'est vraiment intéressant? Et là, vous continuez d'avoir une discussion, parce qu'avec une IA générative de type LLM, donc langage, l'intérêt, c'est de faire un échange. Donc vous avez comme ça la possibilité de dire est-ce que c'est une cohérence, est-ce qu'il y a des risques si j'accepte ce métier. Alors évidemment, là j'ai parlé que de critères professionnels purs. J'aurais pu très bien aussi lui mettre des critères de type quel salaire je veux, quelle zone géographique je veux aller ou ne pas aller. Est-ce que des contraintes par rapport à la vie de famille, hein, on avait parlé un petit peu, en disant ma conjointe par exemple est dans l'enseignement, est-ce que c'est possible? Enfin, bref, tous les cas de figure auraient pu aussi être beaucoup plus décrits. Là, l'idée, c'est de vous faire un overview, en mot français, un aperçu. Désolé pour les anglicismes, mais c'est en même temps la langue de l'IA. Donc voilà, donc l'idée, c'est vraiment d'utiliser l'IA comme un partenaire de votre conversion. Donc elle ne vous donne pas, voilà, vous pouvez directement, elle ne fera pas les choses pour vous, mais par contre elle peut vraiment vous aider à monter en compétence sur votre métier de chercheur d'emploi en conversion. Et ça, c'est quand même une très bonne chose. Voilà pour cette présentation. J'espère que ça vous a plu. L'intégralité de la présentation, bien évidemment, est accessible en ligne avec tous les éléments que je vous ai communiqués. Essayez par contre de ne pas trop la diffuser en dehors, parce qu'il y a quand même des choses que... déjà, il y a des liens vers mes LLM, et puis voilà, il y a des choses que j'utilise parfois dans mon travail. Donc, après, pour vos proches, bien évidemment, vous pouvez le diffuser, mais pas sur la place publique. Si... Une question technique, c'est possible. Alors, oui, bien sûr. Tout ce qui est sur Notebook LM, c'est stocké sur le Google Drive personnel? Non, c'est stocké sur le Notebook LM, et après, on peut les exporter. C'est-à-dire qu'en fait, ici, là, je suis sur le Notebook LM que je vous ai partagé. Hein. Là, ici, vous avez 3 petits points, et vous pouvez à chaque fois exporter tous les documents sur votre disque dur. Donc si jamais, par exemple, vous avez la présentation de J4 à CEO, vous faites plus, vous pouvez télécharger en PDF ou en PowerPoint. Alors en PowerPoint, de toute façon, ça reste des images collées. Hein. Vous ne pourrez pas modifier à l'intérieur, mais vous pouvez comme ça, tout est téléchargeable. Par exemple, votre podcast réalisé, votre résumé audio, ici, vous pouvez l'exporter, télécharger en format MP3. Donc tous les documents à l'intérieur sont exportables.
S'il y a des questions sur le chat, moi je peux pas y avoir accès éventuellement. Oui, Ah, il y a une question sur le chat. Ouais, très bien. On a une question un peu sibylline, mais peut-être que tu vas comprendre. Est-ce qu'on peut la passer à la moulinette de Claude? Passer quoi? Justement. Ah, alors en fait, tout ce que j'ai fait là, une partie, effectivement, peut être fait avec Claude. Hein. C'est-à-dire que moi, je vous ai montré principalement Gemini. Gemini est pour moi la plus intéressante parce qu'elle est dans l'écosystème Google. Tout ça pour dire que si jamais, par exemple, ici, vous avez travaillé sur un document, là, je peux dire, par exemple, créez-moi des slides pour faire ça. Donc, il peut créer des slides, il peut créer des Google Docs, etc. Alors, je sais que maintenant, avec Cowork, il peut aussi avoir des plugins dans les outils, mais c'est la suite Office. Ce qui est intéressant avec Gemini, c'est qu'il est capable aussi de traiter des gros volumes de données. C'est quand même des serveurs Google derrière, donc c'est beaucoup plus puissant. Claude est quand même une petite entreprise malgré tout. Donc oui, on peut faire une grosse partie. Par contre, notre NotebookLM, c'est exclusivement Gemini, ça. Oui. Tout à l'heure, vous nous avez dit que vous alliez nous faire un petit comparatif entre les diverses IA. Moi, je travaille avec 3-4 IA, selon ce dont je sais. Est-ce que vous pouvez nous donner votre sentiment sur rapidement? Ah, c'est la question à 1 million d'euros, on me la pose à chaque fois. C'est hyper difficile, pour deux raisons. La première, c'est chaque IA a des spécificités, comme on l'a vu, par exemple, vous voyez, il y a un truc que j'ai pu faire avec Gemini, mais je ne peux pas mettre du PDF et discuter avec l'assistant vocal avec ChatGPT. Je ne peux pas le faire avec Gemini. Pourquoi? Donc en fait, il y a des fonctionnalités propres à Claude, à Gemini, à Mistral, à Grok, etc. Et ça dépend de votre utilisation. Si moi, par exemple, j'ai besoin de créer des audios pour mon podcast, eh ben, du coup, je prends Gemini parce que je l'utilise tous les jours. Si je sais que tel... Donc déjà, ils n'ont pas les mêmes fonctionnalités. Au-delà du fait qu'on dit l'un est meilleur que l'autre, Claude, effectivement, a des résultats qui sont parfois jugés plus fines, mais le niveau réel, on va dire, pour nous, pauvres humains que nous sommes, il n'est pas hyper facile à avoir. Donc c'est plutôt par rapport aux fonctionnalités. Et en plus, derrière, c'est que ça évolue très vite. C'est que pendant très longtemps, ChatGPT a été en tête. Gemini a sorti sa version Pro en novembre 2025. Il a tout explosé. Là, Claude est en train de devenir la nouvelle IA à prendre. Donc c'est compliqué quand même de dire laquelle est la meilleure. Ça dépend, vous me posez la question aujourd'hui, ou il y a 2 mois, il y a 5 mois, ou dans 3 mois. Donc il n'y a pas de bonne réponse à ça, je ne veux pas esquiver, hein, mais c'est super compliqué, ça dépend vraiment de l'usage. En fait, il faut savoir maîtriser l'IA d'une manière générale avant de savoir quelle IA est la plus adaptée pour soi. L'idée, c'est vraiment éviter quand même de suivre le mouvement qui va dire à un moment donné, tout le monde va sur Claude, tout le monde va... Claude, c'est excellent, moi j'ai été utilisateur pendant des années, je ne l'utilise plus pour une simple raison, c'est que la fenêtre de contexte, donc la capacité à générer en fait des réponses, au bout d'un moment, ça bloque, parce qu'ils n'ont pas la puissance de Gemini. Donc Gemini, vous pouvez faire 1 million de générations, 1 million de tokens, 1 million de mots, on va dire. Claude, ça bloque assez vite. Oui, donc pour moi, c'est un problème. Mais pour d'autres personnes, ils préféreront avoir la finesse de Claude, qui est effectivement beaucoup plus fin comme modèle, beaucoup mieux entraîné, plutôt que le mastodonte Gemini. Ouais, mais donc, il n'y a vraiment pas de réponse à la question. Je suis désolé, ça dépend vraiment des usages. Oui. Rapidement, pour faire cette démonstration sur NotebookLM et Gemini, pour avoir cette qualité-là, c'est une version payante de Gemini ou pas? Non, alors là, moi j'utilise la version payante parce que je suis en Gemini Pro. J'ai la version payante pour ChatGPT, pour Gemini, pour Notion, etc. Enfin, j'ai plein, mais en même temps, c'est mon travail. Donc je ne vous dis pas forcément de faire... à chaque fois, c'est à peu près 20 € par mois. Mais tout ce qu'on a vu sur NotebookLM, on peut l'avoir en version gratuite, je vais y arriver. C'est juste que parfois ça bug un peu. Enfin, en fait, la bande passante de puissance de calcul va être en priorité attribuée à des personnes qui sont en compte payant. C'est un peu logique quand même. Autre chose, si vous utilisez des outils comme ça un peu gourmands en ressources, comme NotebookLM, quand vous jetez, le faites pas à partir de 16 h. Parce qu'à partir de 16 h, la côte est américaine se réveille.
Et en fait, c'est eux qui pompent une grosse partie de la puissance de calcul. Donc, essayez de lancer plutôt vos grosses opérations, le matin, quand les USA dorment. Et il y a plein de trucs comme ça à savoir. Mais on peut le faire en version gratuite, effectivement. Il y avait une question, je crois, avant, ici. Oui, bonjour Lionel Deval, merci pour la présentation. Moi j'ai une question, parce que tout à l'heure vous avez parlé, vous avez dit que vous mettez votre CV, à plusieurs reprises, vous aurez plusieurs états différents. Oui, donc je ne sais pas si on m'entend. Bon. Ah oui, les gens n'entendaient pas les questions en fait dans le chat. Ah oui, c'est un peu... Je vais essayer de parler plus fort du coup. Oui, tout à l'heure vous disiez que si vous mettez à plusieurs reprises votre CV sur l'intelligence artificielle, vous allez avoir plusieurs résultats. Je pense qu'on est peut-être plusieurs dans cette salle et sûrement sur le chat à avoir testé de mettre notre CV sur ChatGPT pour voir un peu ce qu'on va aller en reconversion, à savoir typiquement le type de poste qu'on peut espérer, les tranches salariales, les trucs comme ça. Jusqu'à quel moment, comment on fait, jusqu'où on peut faire confiance en fait, aux réponses de ChatGPT par rapport à ça, puisque vous avez dit qu'il peut y avoir des réponses différentes à chaque fois en fait. Alors, on ne peut pas faire confiance, c'est même marqué dessus. Hein. Non, mais quand je dis on peut faire confiance aveuglément, si vous utilisez une IA, vous avez marqué ici, alors est-ce que ça part en dessous ChatGPT peut commettre des erreurs, il doit quand même vérifier les informations. Gemini, si vous allez dessus, Gemini est une IA qui peut se tromper, etc. etc. Non, le principe, c'est ça qui est très important à comprendre, et merci pour la question, c'est de l'IA générative. Elle est entraînée en fait pour produire des résultats probables. Et avec un bon prompt, avec des bonnes informations en entrée, on est capable d'aller sur quelque chose d'assez précis. Mais je mets toujours assez. C'est pas du déterministe, ou une calculatrice, par exemple, vous rentrez 100 fois la même opération, 6 x 4, vous aurez toujours 24. Par contre, avec de l'IA générative, encore une fois, chaque génération est à peu près unique. Parce que derrière, c'est un modèle statistique, c'est un modèle de probabilité. Alors, je ne veux pas rentrer dans le détail, je pense que beaucoup d'entre vous ont fait un peu des maths, mais vraiment l'idée, c'est que là, on est sur quelque chose qui fonctionne un peu comme un humain. Si moi, par exemple, je refais cette présentation demain avec un autre groupe, ce que je vais dire sera différent de ce que j'aurais dit aujourd'hui. Pourtant, j'aurai les mêmes slides, pourtant, ce sera la même problématique, mais je ne vais pas réutiliser les mêmes mots, je vais peut-être prendre d'autres exemples, etc. Donc ça, c'est pareil, les IA sont vraiment... Et donc, ce faisant, elles hallucinent de temps en temps. C'est-à-dire qu'elles produisent des résultats qui sont très probables, mais qui sont faux. Ce qui veut dire que quand on utilise une IA, il faut être particulièrement bon sur la préparation, donc savoir ce qu'on veut, avoir les bons documents, etc. Et être particulièrement bon sur la relecture et le regard critique. L'IA, en fait, c'est un exécutant qui fait vraiment, enfin, si on fait de l'anthropomorphisme, il va faire le mieux qu'il peut. Le mieux qu'il peut, et vous avez vu quand même, le mieux qu'il peut, c'est souvent pas mal. Hein. Mais ça reste le mieux qu'il peut, et que derrière, s'il fait quelque chose qui n'est pas ce que vous voulez, en fait, c'est à vous de reprendre la main dessus et de lui dire non, c'est pas comme ça qu'on fait, etc., etc. Donc, oui, c'est ça, mais après, c'est par rapport à votre jugement, c'est par rapport à votre capacité. C'est pour ça que je reviens toujours au prompting. Il faut être capable de savoir déjà ce qu'on veut. Il faut être clair dans sa tête déjà au départ. Moi, ce que je conseille souvent, c'est si vous lancez un gros prompt, allez marcher 5 minutes avant. Enfin, si vous voulez faire un gros prompt, parce que sincèrement, il faut vous aérer la tête, il faut avoir les idées super claires en vous disant quel est le contexte que je vais lui indiquer, quel est le rôle que je vais lui demander, quel est le format de sortie, etc. Donc en fait, qu'on dit l'IA, ça nous empêche de réfléchir, ça fait tout le boulot à notre place, c'est complètement l'inverse. Alors ça peut, il y a des gens qui l'utilisent comme ça, de façon très feignante. C'est très risqué parce que s'ils ne vérifient pas les résultats, il y a plein d'exemples. Hein. Il y a des avocats qui ont plaidé avec des textes de loi générés par IA qui n'existaient pas. Et ils sont fait radier du barreau quand même. Donc derrière la conséquence, ils la prennent. Hein. Il y a Deloitte qui a publié un rapport en Australie, un rapport payé par le gouvernement australien, $300 000 à Australiens. C'était rempli d'erreurs parce qu'ils avaient fait ça avec ChatGPT. Le problème, c'est pas qu'il l'ait fait avec ChatGPT. Le problème, c'est qu'ils ont fait ça comme des sagouins et qu'ils n'ont pas relu derrière. Et c'est ça un peu le problème. Donc c'est toujours pareil, c'est qu'on blâme l'IA. L'IA, c'est un outil, hein, quelque part. Par contre, être capable de dire, je sais ce que je veux et je sais comment je vais éditer derrière et je vais être
je vais être... ok, d'accord, c'est pas comme ça que je voulais, je vais rééditer mon prompt, ou alors je vais faire des amendements, ou je vais passer par des étapes intermédiaires, etc. Et c'est ça, en fait, ce qu'on appelle la AI literacy, c'est-à-dire vraiment la compétence de l'IA, c'est être capable d'imaginer par quel chemin, madame, passer par telle IA pour faire un truc. Ah, mais finalement, en fait, Claude le fait beaucoup mieux. Donc, cette étape-là, je vais la faire avec Claude. Cette étape-là, je vais la faire avec Gemini. Et puis, je vais finaliser le tout avec Grok. Voilà. Ça peut être ça. Donc, c'est ça, savoir faire de l'IA. Alors moi, je suis un extraterrestre. J'ai à ce stade encore, je n'ai ouvert aucune IA. Donc, si, sans le savoir, si, bien sûr que si. Elles sont partout autour de nous, en fait. D'accord. Si vous êtes sur Google, par exemple, vous tapez une requête, c'est l'IA. Ok. Donc, j'en suis pas au stade de vous demander laquelle est la meilleure. En revanche, pour l'IA pour les nuls, avec laquelle commencer? Gemini. Gemini. Ah oui, sans cadeau de Gemini, c'est le conseil. C'est le conseil à tout le monde parce que, alors déjà, premièrement, j'insiste par rapport à ça, au niveau de la sécurité. Là, bon, après, c'est un personnel statement, hein, comme on dit, mais moi, j'ai expliqué, je suis vraiment dans le digital depuis une vingtaine d'années. J'ai plutôt confiance dans les outils Google quand on n'est pas sur des choses secrètes. Encore une fois, on ne met pas de données médicales, on ne met pas de données secret défense, on ne met pas de secret technologique, évidemment. Bon, ça, je pense que c'est assez évident. Mais quand on est sur de l'information, on va dire, assez banale, Gemini, Google, c'est quand même assez safe. En termes d'utilisation, c'est assez intuitif Oui, c'est intuitif. C'est surtout qu'en fait, En fait, si vous voulez, la réponse que je peux la faire directement avec une démonstration qui est assez simple. Là, on est sur de Gemini. Vous voyez, au niveau des outils, on peut créer une image. C'est le meilleur générateur d'images. Il s'appelle Nano Banana 2. Il est vraiment... tout ce que les images que vous avez vues, c'est créé avec Gemini. Donc, il est très bon. Le générateur d'images de ChatGPT est très bon aussi, mais Nano Banana est au-dessus. Il peut faire de la deep research. Il peut créer des vidéos. Il peut créer de la musique. Vous pouvez faire des séquences musicales avec. Vous avez vu que vous pouvez faire du code. Vous pouvez faire... et il peut... ce que je disais tout à l'heure, je travaille avec des acteurs. Avec des acteurs, on s'est amusé à filmer des acteurs en train de répéter. Et on a dit à l'IA, avec mon iPhone, j'ai mis dans Gemini, et je lui ai dit, maintenant tu es un directeur de casting, dis-moi ce que tu penses de la performance de cet acteur. Et là, il a sorti un truc sur le problème des pauses de respiration, la posture qui n'allait pas, etc., etc. Ça, c'est que Gemini qui peut faire ça. C'est vraiment, en fait, il faut comprendre que derrière Gemini, c'est vraiment la puissance de calcul, et ça, on a vraiment tous besoin. Vous enregistrez pendant 1 heure une conversation... pas top secret, etc. Vous voulez un transcript, hop, vous mettez votre MP3 à l'intérieur et vous avez un transcript complet de la conversation. C'est vraiment un couteau suisse, mais version mouse, quoi. Alors que les autres IA n'ont pas toutes ces possibilités. Donc s'il y a 20 € à mettre par mois, à mon avis, c'est vraiment là-dessus, c'est le plus complet et il est plus simple d'utilisation. ChatGPT et Claude sont excellents, j'ai tous utilisé, mais il faut être un peu geek quand même pour utiliser certains trucs. Hein. Claude Cowork, pour entrer dedans... si vous n'avez jamais mis les mains dedans, vous allez un peu galérer quand même. J'ai mis l'avantage, c'est qu'il est quand même assez grand public. Merci. Donc je conseillerais celui-là. Ah, il y a une question. Il y a une question. Ah, pardon. C'est celui qui a le micro. Hein, désolé. 2 questions. La première, comment on fait pour passer d'un compte payant d'une IA à l'autre, un peu comme si on voulait passer de Mac à PC ou vice-versa, avec toutes nos données qu'on a enregistrées et qu'on a fait. Voilà. À moins de copier-coller, mais alors, là par exemple, je prends un exemple. Si moi, j'ai encore une fois, à chaque fois qu'un truc sort, je prends le compte payant direct. Donc ChatGPT, je suis abonné payant depuis 2023. Vous voyez un petit peu l'ensemble. Alors, je ne vais pas montrer tout mon historique, ça prendra un peu de temps à charger. Je dois avoir à peu près, je pense, 5000 lignes de chat à l'intérieur, avec lesquelles je peux interagir avec ChatGPT en disant « Tiens, en fait, en janvier 2024, on avait échangé sur un truc, tu peux me ressortir le truc ?» Non, ça, on ne peut pas l'exporter. Alors, Claude nous fait croire que si, il y a un prompt, mais c'est pas vrai. Hein. Claude, il n'apporte que les instructions personnalisées. Donc, c'est ici, vous avez un système où vous pouvez indiquer en personnalisation, voilà comment vous voulez qu'il vous parle. Vous voyez ? Moi, par exemple, je l'ai programmé en mode cynique.
C'est pour ça tout à l'heure quand j'ai lancé la conversation, il a commencé à se fiche de moi en fait. C'est pas parce que je lui ai demandé d'être un recruteur, c'est qu'en plus il est en mode cynique. Donc son rôle dans ma configuration, c'est qu'il me démolit en permanence. Mais quelle que soit l'interaction que j'ai avec lui. Et c'est pour ça que c'est mon bad cop. Ouais. Par contre, Gemini, c'est mon good cop. Et Gemini, lui, il a un mode cynique, mais il marche pas du tout en fait. Donc j'aime bien avoir mon bad cop, c'est pour ça que j'ai dans les deux, chat GPT. Mais par contre, les deux ensemble, si je veux faire passer de l'information, c'est copier-coller. C'est pour ça que je disais CTRL-C, CTRL-V, c'est vraiment des grosses compétences de l'IA. Mais il faut exprès de garder leurs utilisateurs, évidemment. Et la deuxième question porte, vous avez dit au début de l'intervention, tiens, il y a ce document-là, 107 pages, je pourrais demander un résumé à l'IA. Mais je l'ai fait, regardez. Hop. Et je vais poser ma question. En fait, un spécialiste de l'IA m'a dit que les IA étaient encore assez mauvaises pour exploiter des longs documents. Et moi, je me suis retrouvé, par exemple, juste avec un document d'une dizaine de pages, à vouloir le traduire en anglais, en lui demandant traduit intégralement chaque phrase, chaque mot. Et à chaque fois, le début était bien. Et les dernières pages, c'était des résumés des paragraphes, en fait. Bah, pas avec Gemini. Et donc, on m'a dit que l'IA, sur les grands dossiers, n'était pas capable, enfin, sur les grands fichiers, les livres, de faire des bonnes analyses jusqu'au bout. Pas avec Gemini. Là, si vous voulez, regardez, hop, je vais cliquer sur... Ça, c'est le rapport de l'IJAS, donc il fait 100, je vais vous montrer. Il fait 107 pages. Je l'ai mis dans notre book LM, ici, tac. Il est où? Mince. Voilà, rapport IJAS, 107 pages, il peut... Alors, je pourrais même vous montrer, j'ai un autre book LM, j'ai mis tous les codes de juridique. Le code civil, le code... Je peux vous le montrer. J'ai ouvert tout à l'heure, d'ailleurs, pour montrer à une amie. Code français. Et là, on parle de codes qui font plusieurs milliers de pages. Hein. Donc, vous voyez, la question de... Donc là, j'ai le code de santé publique, et quand j'ai une question juridique, bah, je vais dans mon book LM, voilà, code du travail, et je peux même demander de faire des crossovers comme ça entre les différents codes. Est-ce que par rapport à mon voisin, j'aurais le droit de lui faire ça, etc. Bon, bref. Et donc, vous voyez, alors, aussi parce que je travaille avec des collectivités territoriales, il y a souvent des gens qui ont des questions juridiques. Et là, vous voyez, moi, je peux mettre... chaque source peut faire jusqu'à 500... Alors, normalement, c'est 500 pages. Je crois que c'est passé à 1000 pages par source. Et je peux en mettre 300. Donc, 300 fois 1000, on est sur une bibliothèque, là. Donc, non, en fait, mais c'est parce que c'est Gemini. C'est parce que c'est Google. Google a une puissance. Google, ils ont YouTube. Donc, Google, ils ont quasiment 300 téras de vidéos chaque seconde sur YouTube. Ils ont des data centers qui sont gigantesques, ils peuvent encaisser. C'est ça qui est intéressant avec Gemini. Donc la question de la taille, là je ferais la même chose avec Claude ou avec Gemini, avec ChatGPT, il me dirait non, jamais de la vie, quoi. Donc la réponse c'est oui, avec quasiment toutes les IA, sauf avec Gemini. Et je ne suis pas payé par Google, hein, je précise. Hein, j'ai pas de... On dirait ça, non, j'ai pas d'intérêt chez eux. J'ai pas d'intérêt chez eux. Mais ouais. Il y avait une autre question, je crois, qui était... Ouais. Oui, j'avais une question, je voulais savoir, est-ce qu'on peut demander justement aux IA de générer des prompts? Oui, très bonne remarque. Alors la question, c'est est-ce qu'on peut demander à l'IA de générer des prompts? Oui, ça s'appelle le metaprompting. Ça a vraiment un nom en plus. C'est même comme ça qu'on fait généralement. La plupart du temps, en fait... alors, il faut quand même savoir prompter pour après reprendre le prompt pour le faire vraiment à votre sauce. Mais l'idée, c'est effectivement, vous dites... il faut prendre le rôle de ça, mais par exemple, il y a un moment donné, j'avais utilisé je voulais avoir un expert qui m'analysait un truc, mais je ne savais pas comment nommer l'expert. Et je lui ai dit, comment t'appellerais une personne qui fait ça? Et là, il me sort exactement le nom du rôle de l'expert. Je dis, bah voilà, c'est ça que je veux. Mais oui, bien sûr. Et donc on peut le réutiliser à chaque fois, on n'aura jamais la même réponse en fait, c'est comme vous disiez tout à l'heure. Si, relativement, mais après, il y a même des... Moi, je suis même généré un prompt générateur. Il y a des GPTs, donc ça, c'est des assistants, justement, et pas des agents. Là, ici, moi, je me suis fait... Ça, c'est ma boîte, hein, la super agence. Et je me suis dit, par exemple... Alors, vous allez voir qu'un truc qui est intéressant, c'est que... En fait, moi, je n'utilise jamais mon clavier. Hein, grâce à l'IA, je parle toujours à mon intelligence artificielle. Et là, je lui ai demandé de me faire un prompt. Donc, ça va être... je n'ai pas d'idée. Qu'est-ce que vous voulez? Quel prompt vous voulez? Un prompt pour faire quoi? De quoi?
Très bien. Alors, j'aimerais que tu me fasses un prompt qui me permette de comprendre les grandes lignes de la dernière loi de programmation militaire. Ah, j'ai mis limité, je vous ai mis un peu... Et vous voyez ce que j'ai fait, c'est qu'en fait, j'appuie sur 2 boutons. Militaire. Non, ah, c'est parce que non, c'est parce que ma sortie son, elle est un peu loin, c'est pour ça. Voilà. Mais vous voyez que... Alors, moi, ce que j'utilise, c'est un truc qui s'appelle... Whisperflow, je dirais. C'est un outil qui est gratuit. Et vous cliquez sur CTRL et touche Windows sur un PC, et c'est CTRL pomme, j'imagine, sur un Mac. Et automatiquement, tout ce que je dis, mais partout dans mon PC, hein, automatiquement, c'est une IA qui le transcrit en texte. Là, par exemple, je peux ouvrir je sais pas, un notepad à l'intérieur. Et je dis, j'aimerais que tu me prennes des notes sur les prochaines échéances de mon intervention auprès de la MRO, parce qu'apparemment, ils ont beaucoup apprécié mon intervention, donc je vais revenir. Voilà. Alors, il y a juste un petit peu sur la fin, j'ai parlé un peu vite. Vous voyez ? Donc, il y a le meta-prompting, et il y a aussi le voice prompting qui est très intéressant. Donc là, je lui ai demandé qu'il me génère un prompt. Et là, je me suis créé un assistant, c'est-à-dire que naturellement, l'assistant est optimisé pour générer les meilleurs prompts possibles. De quel type de compréhension as-tu besoin? Donc là, alors, ce qui est intéressant, c'est que plutôt que d'avoir des réponses de votre IA, demandez à votre IA qu'elle vous pose des questions. Parce que souvent, en fait, on ne sait pas nous-mêmes ce qu'on veut réellement. Nous, pauvres humains, donc c'est vrai, hein, c'est pas. Et donc, le mieux, c'est que quand vous ne savez pas trop où aller, demandez à l'IA de quelles informations elle a besoin. Donc, demandez de vous interroger. Et en fonction des questions qu'elle vous posez, vous dire « Ah, mais oui, c'est vrai, j'ai plutôt envie de ça ou ça. » Et là, une fois que vous aurez vous serez passé un petit peu au grill des questions, vous aurez une meilleure réponse. Donc là, il me demande c'est quoi la motivation derrière, et il me demande même pour quelle IA c'est destiné, à quelle IA c'est destiné. Est-ce que c'est pour ChatGPT, pour Claude, pour Mistral, pour Perplexity ou un autre? Parce que selon le type d'IA, le prompt ne va pas être le même. Ce serait trop simple sinon. C'est pour ça que quand on dit méta-prompter, c'est pas simplement dire fais-moi un prompt, machin. Il faut savoir aussi dans quel contexte. Et là, je vais dire je veux une analyse militaire de haut vol et c'est destiné à Mistral. Bon, c'est pas grave, si j'ai mis Mistral, il va comprendre. Comme ça sera l'occasion de tester Mistral. Et là, il va me créer le prompt sur mesure. Je testerai après pour dire. Vous avez une question, ouais? Non? Oui, mais c'était pour après. Ah ouais, non, mais moi, je peux répondre aux questions et prompter en même temps. Hein. Multitâche. D'accord. Bah, voilà. Simon, ma question, c'est comment l'IA juge-t-elle son propre travail? Parce qu'on est d'accord que les exemples que vous avez donnés, donc avec Jean Pseudo, là, c'est bien pour nous aider dans la démarche de reconversion. Néanmoins, il y a quand même, il peut y avoir la tentation de faire son CV avec de l'IA, de faire une lettre de motivation avec de l'IA. Ce que mes enfants apprennent à l'école, c'est que les profs arrivent à détecter ça. J'imagine que les recruteurs, de leur côté, on passe peut-être des CV à la moulinette de l'IA, soit en recherchant des informations, soit en recherchant un CV des fait par IA, c'est pas trop problématique. Hein. Ce qui pose problème, c'est s'il n'y a rien de saillant. Le problème de l'IA, c'est que ça a tendance à aplanir un peu. C'est vraiment une machine un petit peu à viser moyen. Alors, c'est du moyen de très haut niveau, si je peux dire, mais ça manque d'aspérité parfois par rapport à ce que vous voulez vraiment exprimer dans votre CV. Donc, ce qui est bien, c'est de partir d'une base élevée, moyenne, et après, encore une fois, de reprendre le travail de l'IA et d'y injecter là votre propre humanité, si je puis dire, quoi, votre propre authenticité. C'est vraiment comme ça. Encore une fois, il y a des manières d'utiliser l'IA. Les professeurs, moi je suis enseignant aussi, je ne vais jamais dire n'utilisez pas l'IA. Je dis simplement essayez de le faire intelligemment, de manière à ce qu'on sente qu'il y ait en entrée et en sortie suffisamment de vous à l'intérieur pour qu'on se dise ça c'est un vrai travail qui a été fait par quelqu'un et je sens qu'il y a une vraie valeur ajoutée. Sinon, au bout d'un moment, ce qui va se passer, c'est qu'on va se rendre compte que tout ce qui sort, alors ce ne sera jamais complètement identique, principe de la génération, mais ce sera toujours, on va dire, sur une loi de Gauss, hein, sur une loi normale, à peu près entre
les deux écartis, vous voyez un peu le principe. Mais on n'aura jamais des trucs hyper spécifiques. Et ce qu'on aime avoir, c'est vraiment de l'authentique. Donc, encore une fois, je reprends une autre loi, après la loi normale, le poisson, la loi de Pareto. Pour moi, avec l'IA, on fait 80% du boulot. Et les 20% restants, c'est à nous de les faire. Mais ce qui est vraiment intéressant, encore une fois, c'est pas l'IA qui fait 100% du taf. C'est vraiment, il nous amène à 80%. Et après, là, on amène vraiment ce qui fera une différence. Et c'est là où les recruteurs, évidemment, vont repérer. Par rapport à l'autre question, j'ai fait mon résumé exécutif, je ne sais pas si en même temps, je vais le passer. Je ne sais pas si c'est bien. C'est très important, effectivement, de pouvoir passer du travail d'une IA à l'autre. Moi, je le fais très régulièrement. Par exemple, je fais une génération sur Gemini. Je regarde le résultat, je fais ouais, pas mal. Je ne dis pas que c'est Gemini qui l'a fait, je le mets sur ChatGPT et je dis ouais, j'ai fait un truc comme ça. Et ChatGPT, c'est mon red team, hein. C'est lui qui est toujours là pour me dire du mal. Donc en fait, je le passe sur ChatGPT et ChatGPT il me dit non mais c'est nul ce que tu as fait, c'est hyper bateau, voilà ce qu'il aurait fallu faire. Et après, je le repasse sur Gemini, je dis est-ce que c'est bien ce que j'ai fait? Et en fait, c'est intéressant de faire ça. Encore une fois, le but, c'est pas pour avoir un résultat final, c'est soi-même voir, tiens, c'est marrant, là, dans la remarque qu'il a faite, j'avais pas pensé à ça, mais effectivement, c'est pertinent. Et ça demande d'être déjà un professionnel aguerri pour savoir ce qui est pertinent et ce qui ne l'est pas. C'est pour ça en fait que l'IA ne nous remplace pas. Elle nous rend meilleurs quand on est déjà bon en fait. Enfin, pour moi, c'est comme ça que je le vois en tout cas. Une question oui, sur le chat, pour rester dans la dimension... Je ne sais pas ce que ça vaut d'ailleurs, si c'est bien ou pas, mais c'est super. Alors là, pour le coup, j'ai fait 0 effort, donc ça tue un peu ce que je viens de dire, mais j'aurais pu faire un truc encore meilleur si j'avais le temps de regarder. Et puis, par exemple, là, je vous pose la question parce que moi, je ne serais pas en mesure d'évaluer si ce que Mistral est en train de me faire est vraiment bien ou pas. Et ça se trouve, si naïvement j'utilisais ça en vous faisant un rapport en disant bon, bah alors moi je vais vous faire un rapport sur la loi de programmation liminaire, et puis à l'intérieur il y a des bugs, il y a des hallucinations, vous allez dire mais il n'a pas vu qu'il y avait une grosse hallucination donc il faut quand même connaître son sujet pour bien utiliser l'IA. Oui, Stéphanie. Alors, une dernière question donc, sur le chat, pour rester dans la dimension méta. Donc, y a-t-il des outils méta IA qui permettent de lancer des prompts dans plusieurs IA pour comparer facilement les résultats? Oui, bien sûr. Il y a Mammouth, je crois, qui fait ça. Il y en a plusieurs. Moi, je ne les utilise pas trop, encore une fois, parce que il y a des outils qui sont en fait des agglomérateurs qui permettent d'avoir des réponses. Mais ça n'utilise pas, on va dire, les spécificités qu'il y a. Par exemple, ce que je vous montrais ici. Vous voyez, vous pouvez jouer plus facilement avec les modes de raisonnement. Vous pouvez mettre importer des fichiers spécifiquement l'un ou à l'autre. Donc moi, encore une fois, je suis plutôt un puriste. Je préfère utiliser indépendamment les résultats de plusieurs IA et après moi-même les regrouper. Je trouve que ça c'est meilleur. Mais après, oui, il y a Mammouth qui permet de le faire. C'est français en plus. Profitons-en. Oui. Donc là, un modèle, et vous pouvez avoir accès à à Claude, à GPT, etc. Il y a aussi un chercheur de l'IA qui est très connu, qui s'appelle Andrew Karpathy, qui a créé un tribunal de l'IA, où en fait, sur une question que vous posez, ça envoie à 5 IA, donc ça envoie à GPT, Claude, Gemini, Grok et DeepSeek. À la fin, en fait, chacun vote pour les réponses des autres, sans savoir qui l'a créé. C'est-à-dire qu'une IA, Gemini peut produire une réponse, vous lui mettez dans une autre fenêtre de contexte, il ne saura pas que c'est lui qui l'a fait, qui l'a dit en fait. C'est pas des humains. Hein. Et parfois, vous avez 5 réponses qui sont données par les 5 IA, et à la fin, les IA entre elles estiment quelle est la meilleure réponse. Et il y a un vote, et à la fin, ils disent, bah voilà, en fait, c'est... Et donc, Gemini va dire, bah, c'est la réponse de Grok qui était la meilleure, mais sans savoir, évidemment, que c'est la réponse de Grok qu'il a estimée, parce qu'il n'y a pas de marqueur dans les mots qui disent, ça vient de tel ou tel IA. Mais évidemment, c'est des méthodes, effectivement, mais quand tu dis méthodes méta, c'est les meilleures, en fait. Alors, c'est déjà une utilisation un petit peu avancée, hein, mais c'est bien d'avoir ces réflexes-là, effectivement, d'utiliser l'IA pour aller le plus loin possible. Une dernière question, ouais. Oui, alors juste pour revenir sur quelque chose peut-être d'un peu plus pratico-pratique, ouais.
Tout à l'heure, là, on parlait de l'identification par les recruteurs, éventuellement, de CV qui auraient été faits par l'IA, etc. Mais pareil, dans tout ce qui est lettre de motivation, et quand on doit remplir, par exemple, j'ai récemment rempli, j'ai postulé pour quelque chose, il fallait remplir tout un catalogue de questions-réponses. Et était bien signalé qu'il ne fallait pas avoir recours à l'IA parce qu'il savait le détecter. Alors comme autrefois, en fait, dans les facs, par exemple, ils passaient les mémoires à la moulinette d'Internet pour voir s'il n'y avait pas du plagiat, des vastes copier-coller de portions entières de mémoire. Est-ce que, comme la plupart des gens font ça sans passer par un compte payant mais gratuit, est-ce que cette data, c'est ça la question en fait, est-ce que cette data, elle est accessible par quelqu'un d'autre? Par exemple, le prompt que vous allez faire, enfin l'échange que vous allez avoir et que vous allez générer, vous, gratuitement, sans avoir accès à un compte, est-ce que quelqu'un d'autre, est-ce que c'est stocké quelque part, est-ce que quelqu'un d'autre peut y accéder en posant la question, voilà, est-ce qu'il n'y a pas un tel qui a posé la question un jour et qui a eu cette réponse-là pour voir si c'était fait par IA? Non, à chaque fois qu'on pose une question, c'est une nouvelle génération. Par contre, quand on pose une question à une IA, en fait, on peut décider de l'entraîner ou pas. Donc ça, c'est dans les paramètres. Si vous avez un compte GPT, vous allez dans la partie gestion des données ici, améliorer le modèle pour tous, et vous pouvez désactiver. Ce qui fait qu'effectivement, la conversation ne va pas rentrer dans le stockage d'OpenAI, de ChatGPT, pour entraîner la machine. Mais par contre, on ne va pas récupérer tel quel le résultat. On peut pas, parce qu'en fait, c'est pas de la donnée structurée. C'est un peu compliqué, c'est des données vectorisées. Donc, c'est-à-dire que quand vous travaillez avec une IA et qu'il y a un échange, lui, ce qu'il repère, c'est des patterns. Il repère des patterns de conversation. Et à partir de là, des millions et des millions d'utilisations vont commencer à l'orienter. Il va se rendre compte qu'il y a des patterns qui évoluent par rapport à son entraînement de départ. Mais ce n'est pas une personne il ne va jamais retenir une conversation avec une personne. Ce qui est arrivé, c'est que comme il s'est entraîné sur beaucoup d'articles du New York Times, par exemple, et sur des sujets spécifiques que seulement le New York Times traitait, quand on avait fait des demandes, des journalistes forcément avaient dit tiens, qu'est-ce qu'il y a à dire sur l'affaire où il n'y a que moi qui l'ai traité? Et en fait, on voyait des pans entiers de l'article qui ressortaient. Mais ça, c'est vraiment très spécifique, et c'est au moment de l'entraînement. Par contre, dans l'utilisation, après, l'IA ne peut pas récupérer, c'est une goutte d'eau dans un océan, en fait, donc on ne peut jamais revenir. Après, sur comment on détecte qu'un texte est fait par l'IA, les détecteurs, alors, pour ce qui est des images, oui, parce qu'en fait, les images faites par Gemini, il y a des pixels à l'intérieur, on peut savoir, en fait, si une image était faite par Gemini ou pas. Par contre, pour le texte, c'est un peu plus compliqué. Par exemple, il y a le tiret quadratin. Je ne sais pas si vous savez ce que c'est. On repère. C'est un truc qui est assez connu. En fait, tiret quadratin. C'est ça. Les IA sont entraînés sur les textes américains, principalement par des textes anglais, principalement d'origine US. Et en fait, en Angleterre, ils utilisent un trait comme ça, qui est un trait long, et qu'on retrouve dans tous les textes générés par IA. Alors que nous, en Europe, on utilise le tiret du 6 pour faire un espace. Et comme il était entraîné sur un tiret quadratin qui n'existe pas dans notre clavier AZERTY, automatiquement, ça c'est sûr que si vous voyez un tiret quadratin, c'est un texte généré par un Français, c'est sûr que ça a été fait par de l'IA. Après, il y a des expressions qui reviennent souvent, il y a des façons rhétoriques, parce que, encore une fois, il a été entraîné, donc il y a des patterns, encore une fois, mais ça, il faut avoir l'œil. Moi, c'est parce que ça fait 5 ans que je travaille dessus. Je peux vous repérer assez rapidement un texte qui a été fait par l'IA ou pas. Surtout, en fait, ce qui est assez marquant, c'est qu'il y a assez peu d'aspérité. Un texte global qui a été fait par l'IA, généralement, il y a assez peu d'aspérité. Et surtout, s'il y a une ponctuation qui est parfaite. En fait, il faut savoir que quand une personne humaine écrit, il fait souvent des erreurs dans la ponctuation. Le point après la parenthèse, le guillemet après le point, enfin, etc. Souvent on écrit... et la ponctuation des IA est parfaite. Et déjà, ça, c'est assez flagrant. Par contre, les outils de détection de l'IA, normalement, c'est interdit. Parce qu'il y a trop de faux positifs. Et donc, forcément, si vous avez fait un truc par l'IA et que la machine dit que ça a été fait par l'IA, vous avez joué, vous avez perdu. Mais si vous n'avez pas utilisé l'IA et qu'on vous détecte comme étant fait par l'IA, là, c'est quand même c'est scandaleux. Donc généralement, c'est pas trop fiable les outils. Mais mieux vaut, encore une fois, avoir un texte produit par l'IA, le reprendre soi-même et le réécrire à sa façon. C'est comme ça qu'on comprendra vraiment que c'est vous qui avez été à l'origine. Et qui devient une propriété intellectuelle pour le coup. La propriété intellectuelle et l'IA, ça n'existe plus. Ça n'existe plus. Tout l'entraînement des IA a été fait sur du vol. Il faut savoir que toutes les bases
constituant les réseaux de neurones, l'entraînement initial des IA, ont été faits en piratant des centaines de millions de téraoctets d'informations sur des sites pirates. Hein. Enfin, c'est même pas... c'est pas un complot hein, que je vous dis, hein. Ils le disent. Hein. Ils disent on n'aurait jamais pu entrer les IA si on n'avait pas été piqué. Donc toute la musique que vous entendez sur Suno, tout ça, ça a été littéralement volé. Donc tout ce qui est droit intellectuel avec l'IA, je vous ai dit, en ce moment c'est un flou juridique. Ce qui s'est passé, c'est que ceux qui se sont rendus compte qu'ils avaient été largement pompés, je parlais du New York Times, du Washington Post, etc., qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont fait un deal. Ils ont dit, bon, vous nous avez pompé, maintenant, vous nous versez 500 millions de dollars, ou peut-être un peu moins. Et, et puis on passe l'éponge. Puis voilà. Et comme c'est essentiellement des groupes américains qui ont été volés, ça c'est vraiment le deal à l'américaine. Hein. Ils ont fait des deals comme ça. Et donc maintenant, et après, tous les petits contributeurs, par exemple le studio Ghibli japonais, etc., eux, ils ont été largement pompés. Bon, ils ont que leurs yeux pour pleurer. Hein. Non, là, c'est un scandale monstrueux. Tout ça repose vraiment sur l'exploitation honteuse de la création humaine depuis son origine. Maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? On va dire, on va arrêter complètement les IA parce que ça a été basé sur... c'est compliqué, hein, mais c'est scandaleux. Oui, je suis d'accord. On va arrêter? Oui, pardon. Parce que moi, je suis jusqu'au bout de la nuit, hein, si vous voulez. Merci à vous. Je ne sais pas s'il y a encore des gens sur le chat, d'ailleurs. Merci à vous pour votre présence.